Il existe des moments où le temps s'arrête. Pas une métaphore, un arrêt réel du flux de la vie. Entre le dernier souffle et ce qui vient après, qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle? Pendant des décennies, nous avons cru que la mort était instantanée, une lumière qui s'éteint, le néant. Mais des milliers de personnes qui ont frôlé ce moment racontent quelque chose de complètement différent. Ils parlent d'un espace, pas un concept abstrait, un lieu réel entre les mondes. Un enfant de 5 ans, gravement malade, il prend un crayon et il dessine un tunnel. Un autre enfant, 100 kilomètres plus loin, culture différente, dessine exactement la même chose. D'où vient cette représentation spontanée? Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies. Elle écoutait, elle détournait le regard. Et ce qu'elle a découvert n'a pas seulement ébranlé la médecine, cela a transformé notre compréhension de la mort. Ces patients ne décrivaient pas le néant, ils parlaient d'un espace intermédiaire, un seuil où la conscience se transforme. Imaginez une personne cliniquement morte, le cœur arrêté, le cerveau privé d'oxygène. La science dit « c'est fini ». Et pourtant, quand ces personnes reviennent, elles décrivent des détails vérifiables. Qui était dans la pièce? Ce qui a été dit? Quels instruments ont été utilisés? Chaque détail correct. Comment un cerveau mort produit-il des souvenirs? C'est ici que commence le vrai mystère. Pas dans la mort elle-même, mais dans l'espace entre la mort et le retour. Kübler-Ross a documenté des centaines de cas. Des personnes dont le cerveau avait cessé de fonctionner. Au lieu d'être inconscientes, elles étaient plus éveillées que jamais. Elles voyaient depuis un autre point de vue, au-dessus de leur propre corps, observant leur propre mort. Comment la conscience peut-elle exister séparée du cerveau? Les médecins des années 1970 n'avaient pas de réponse, parce que ces récits ne correspondaient pas à ce que la science croyait savoir. Mais voici le paradoxe qui change tout. Si le cerveau produit la conscience, pourquoi ne s'éteint-elle pas quand l'organe meurt? Pourquoi se dilate-t-elle? Kübler-Ross a trouvé un modèle, une structure. Ce n'était pas le chaos, c'était une géographie de l'âme. Ces patients décrivaient une séquence. D'abord, le détachement du corps. Ensuite, un mouvement à travers un espace. Puis, une arrivée. Dans un lieu que certains appellent lumière. D'autres, paix. Et certains, simplement, foyer. Des athées le décrivaient, des croyants le décrivaient, des enfants qui n'avaient jamais entendu parler de religion. Les mots changeaient, mais l'essence restait la même. Il existe un espace entre les mondes, et cet espace suit des lois que notre science ne peut pas expliquer. Alors que se passe-t-il vraiment dans cet intervalle? Pourquoi la médecine moderne refuse-t-elle de reconnaître cette cohérence? Et qu'est-ce que Kübler-Ross a découvert dans cet espace intermédiaire, qui était si dangereux que des institutions ont essayé de la faire taire? La réponse commence par un paradoxe qui ébranle les fondations de tout ce que nous croyons savoir. Une mystique, elle était médecin. Formée dans la tradition stricte de la médecine suisse, elle croyait aux preuves, à la mesurabilité, à l'autorité du cerveau comme siège de la conscience, jusqu'à ce que ses propres patients la forcent à remettre en question ses certitudes. Le dilemme a commencé avec une contradiction. Au moment du plus grand effondrement neurologique, les mourants rapportaient la plus grande clarté mentale. Si le cerveau produit la conscience, pourquoi ne s'éteint-elle pas quand l'organe meurt? Pourquoi se dilate-t-elle? Elle a documenté le cas d'un patient aveugle de naissance,
aucun souvenir visuel. Pendant une réanimation cardiaque, il a vu. Après son retour, il a décrit la couleur du chemisier de l'infirmière, la position des appareils, l'horloge au mur. Tout correct, tout vérifié. Comment la neuroscience explique-t-elle cela ? Un cerveau sans système visuel fonctionnel produit des perceptions visuelles précises au moment où le manque d'oxygène devrait paralyser toute fonction cognitive. La communauté médicale a offert une explication commode. Hallucinations anoxiques. Le manque d'oxygène crée des fantasmes, des spasmes chimiques d'un cerveau mourant. Kübler-Ross a examiné cette hypothèse. Elle a comparé les récits de patients en arrêt cardiaque avec ceux de patients sous anesthésie. Les patients anesthésiés rapportaient des rêves confus, des fragments, pas de structure, mais les patients en arrêt cardiaque, clarté absolue, détails vérifiables, cohérence narrative. Ce n'était pas une hallucination, c'était une observation. Et puis il y avait les cas où les mourants décrivaient des choses qu'ils n'auraient jamais pu savoir. Une femme, morte cliniquement pendant 6 minutes. Quand elle est revenue, elle a dit à son médecin « Votre fille vous attend dans le couloir. Elle porte une robe bleue. Elle est inquiète pour vous. » Le médecin a quitté la salle. Sa fille était là, dans le couloir, portant une robe bleue. Elle était venue sans prévenir. Comment une patiente inconsciente pouvait-elle savoir ce qui se passait dans le couloir ? Kübler-Ross a rassemblé des centaines de ces cas, et elle a découvert un modèle. Les mourants décrivaient une séquence, pas aléatoire, pas chaotique, une structure géographique. D'abord, le détachement. La sensation de flotter au-dessus du corps, haut, comme un objet qui ne leur appartient plus. Pourquoi cette perspective ? Pourquoi au-dessus ? Ensuite, le mouvement, à travers un espace. Certains l'appellent tunnel, d'autres passage. Mais tous ressentent la même chose. Un mouvement directionnel, un voyage vers quelque chose. Puis l'arrivée. Dans un lieu qu'ils ne peuvent décrire qu'avec des métaphores. Lumière, mais pas une lumière ordinaire. Une lumière qui pense. Une lumière qui connaît. Des athées le décrivent ainsi. Des croyants aussi. Les mots sont identiques, même si les croyances diffèrent. Kübler-Ross a posé une question que personne ne voulait entendre. Et si ce n'était pas le cerveau qui produit la conscience ? Et si le cerveau n'était qu'un récepteur ? Comme une radio qui capte des fréquences. Quand la radio se brise, les fréquences ne disparaissent pas, elles continuent d'émettre, indépendamment de l'appareil. Et si la conscience fonctionnait de la même manière ? Si c'est vrai, alors tout change. La mort n'est plus une fin, c'est une transition, un passage, d'un état à un autre. Mais si Kübler-Ross avait raison, pourquoi la science refuse-t-elle d'explorer cette possibilité ? Pourquoi tant de résistance ? La réponse n'est pas scientifique, elle est politique, et elle remonte très loin dans le temps. Il existe une géographie que nos yeux ne peuvent pas voir. Un espace entre les espaces. Kübler-Ross l'appelait l'espace intermédiaire, pas le paradis, pas l'enfer. Un lieu de transition. Et cet espace a des caractéristiques, des règles, une structure. Les mourants décrivent qu'au moment du détachement, le temps change. 6 minutes de mort clinique peuvent sembler des heures, des jours, une éternité. Comment le temps peut-il se dilater quand le cerveau ne mesure plus rien ? Parce que dans cet espace, le temps n'est plus linéaire. Kübler-Ross a interrogé un patient qui avait été mort pendant 8 minutes. Il a dit « J'ai vécu toute ma vie en un instant. Chaque moment, chaque choix, chaque conséquence. Comment 8 minutes peuvent-elles contenir 60 ans de souvenirs ? Dans l'espace intermédiaire, la conscience n'est plus limitée par le cerveau. Elle accède à tout, passé, présent, et parfois ce qui va venir. Une femme est morte pendant une opération. Quand elle est revenue, elle a dit à son chirurgien « Vous allez recevoir un appel dans 10 minutes. Votre père a eu un accident. »
Il va bien, mais il a besoin de vous. Le chirurgien rit, puis 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Comment une conscience sans corps peut-elle savoir ce qui n'est pas encore arrivé ? Kübler-Ross ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais elle posait les bonnes questions et elle documentait méthodiquement. Elle a découvert que dans cet espace, les mourants rencontrent quelqu'un, pas une figure religieuse, pas un ange, quelqu'un qu'ils connaissent, un parent décédé, un ami perdu, parfois un enfant mort avant leur naissance. Un homme est mort dans un accident de voiture. Quand il est revenu, il a dit à sa femme « J'ai vu notre fille, celle que nous avons perdue. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle nous attendait. » Sa femme a pleuré parce qu'elle n'avait jamais dit à son mari qu'elle avait fait une fausse couche avant leur mariage. Comment cet homme pouvait-il savoir ? Kübler-Ross a documenté des centaines de ces rencontres et toujours la même structure. Les mourants sont accueillis, pas jugés, pas punis, accueillis par quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les connaît, quelqu'un qui a déjà fait ce voyage. Pourquoi cette cohérence ? Pourquoi tous décrivent-ils le même accueil ? Parce que dans l'espace intermédiaire, l'amour est la seule chose qui traverse. Pas l'argent, pas le statut, pas les réalisations, seulement les liens que nous avons créés. Kübler-Ross a interrogé des milliers de mourants, et aucun, pas un seul, n'a jamais regretté de ne pas avoir travaillé plus, de ne pas avoir gagné plus d'argent. Il regrettait les moments non partagés, les mots non dits, l'amour non donné. Qu'est-ce que cela nous dit sur ce qui compte vraiment ? Dans l'espace intermédiaire, tout devient clair, les priorités se réorganisent, les illusions tombent, et ce qui reste, c'est la seule chose qui a toujours compté. Mais il y a autre chose. Quelque chose que Kübler-Ross a découvert, et qui a choqué même les plus ouverts d'esprit. Dans l'espace intermédiaire, les mourants font un choix. Ils peuvent continuer ou revenir, et ce choix n'est pas imposé par une autorité externe. Il vient de l'intérieur. Certains choisissent de rester. Ils sentent que leur travail ici est terminé. Ils sont prêts pour la prochaine étape. D'autres choisissent de revenir, parce qu'ils sentent qu'il reste quelque chose à faire, quelqu'un qu'ils doivent encore aider. Comment une conscience désincarnée peut-elle faire un choix ? Parce que dans l'espace intermédiaire, la conscience n'est pas diminuée. Elle est amplifiée, plus claire, plus lucide, plus elle-même qu'elle ne l'a jamais été. Mais si tout cela est vrai, si l'espace intermédiaire existe vraiment, pourquoi la science refuse-t-elle de l'étudier ? La réponse est plus troublante que vous ne l'imaginez. Kübler-Ross n'était pas la première à observer ces phénomènes, mais elle était la première à les documenter avec rigueur scientifique. Et c'est précisément cela qui l'a rendue dangereuse. Parce que si elle avait raison, si la conscience survit à la mort du cerveau, alors tout doit être repensé. La médecine moderne est construite sur un postulat. Le cerveau produit la conscience. Quand le cerveau meurt, la conscience s'éteint. C'est simple, c'est mesurable, c'est confortable. Mais les données de Kübler-Ross contredisaient ce postulat. Et quand les données contredisent le dogme, ce ne sont pas les dogmes qui changent, ce sont les porteurs de données qui sont attaqués. Au début, on l'a ignoré. Les conférences qu'elle donnait étaient accueillies par des salles vides. Les articles qu'elle soumettait étaient rejetés sans examen. Pourquoi tant de résistance à des observations si cohérentes ? Parce qu'accepter ces données, c'est accepter une révolution. Si la conscience existe indépendamment du cerveau, alors la neurologie doit être repensée, la psychiatrie doit être repensée, la philosophie doit être repensée, et l'industrie pharmaceutique perd son monopole sur la guérison de l'esprit. Kübler-Ross a commencé à recevoir des lettres de menaces. Des collègues qu'elle considérait comme des amis ont pris leur distance. On l'accusait d'être devenu mystique, d'avoir abandonné la science, d'avoir perdu son objectivité. Mais qu'est-ce qui est objectif ? Ignorer des données parce qu'elles dérangent, ou les examiner même si elles remettent en question nos croyances. La véritable résistance ne venait pas seulement de la médecine, elle venait aussi des institutions religieuses. Parce que si Kübler-Ross avait raison, si l'espace intermédiaire existe, si les mourants sont accueillis par l'amour plutôt que le jugement, alors la peur ne fonctionne plus. La peur de l'enfer, la peur de la damnation. La peur qui maintient les fidèles obéissants. Si la mort n'est pas une menace, si c'est une transition naturelle,
Alors le pouvoir des institutions s'effondre. Fin 153 après Jésus-Christ, Constantinople. L'Église retire la réincarnation de la doctrine officielle. Pourquoi ? Parce qu'une âme qui revient plusieurs fois n'a pas besoin d'être sauvée en une seule vie. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Et une institution qui ne contrôle pas le salut perd son pouvoir. L'histoire se répète. Kubler-Ross découvre un espace où la conscience continue, où l'amour accueille, où le jugement n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle devient une menace. On a tenté de la faire taire. Sa réputation a été attaquée. Ses travaux ont été marginalisés. Mais elle a continué. Parce qu'elle savait que ce qu'elle avait découvert était trop important pour être enterré. Elle a écrit des livres. Elle a donné des conférences. Elle a parlé à des millions de personnes. Et lentement, le silence imposé s'est brisé. Aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes ont vécu une expérience de mort imminente. 20 millions qui confirment ce que Kubler-Ross a découvert. L'espace intermédiaire existe. La conscience survit et la mort n'est pas une fin. Mais il reste une question. Une question qui change tout. Si nous savons maintenant que la mort n'est pas une fin, comment devons-nous vivre ? La réponse se trouve dans les derniers mots que Kubler-Ross a partagés avec le monde. Dans ces dernières années, quand son corps faiblissait et que l'existence physique devenait un fardeau, Kubler-Ross parlait de la mort sans peur. Elle ne l'appelait pas mort, elle l'appelait graduation, diplôme, remise des diplômes, le moment où l'âme quitte l'école de la vie terrestre et entre dans une nouvelle phase d'existence. Je me réjouis de ma graduation, disait-elle, pas de la fin. Cette distinction est fondamentale. La fin implique l'anéantissement, la perte, l'obscurité. Graduation implique la continuation, la transformation, un nouvel apprentissage. Et qu'est-ce qu'elle avait appris dans toutes ces années au chevet des mourants ? Que l'espace intermédiaire n'est pas un lieu de jugement, c'est un lieu de compréhension. Les mourants ne sont pas pesés, ils ne sont pas jugés par une autorité externe. Ils se voient eux-mêmes, clairement, sans filtre, sans illusion. Ils voient leurs choix, leurs actions et l'impact qu'ils ont eu sur les autres. Une femme revenue de l'espace intermédiaire a dit « J'ai ressenti ce que j'ai fait ressentir aux autres. Chaque douleur que j'ai causée, je l'ai ressentie comme si c'était la mienne. Chaque joie que j'ai donnée, je l'ai ressentie aussi. » Ce n'était pas une punition, c'était une compréhension. Dans l'espace intermédiaire, nous ne sommes pas jugés par Dieu. Nous nous voyons à travers les yeux de ceux que nous avons touchés. Et cette perspective change tout. Si tu savais vraiment que tu ressentiras un jour chaque douleur que tu as causée, comment traiterais-tu les autres ? Kubler-Ross disait souvent « La seule chose que nous emportons, ce sont les liens que nous avons créés, l'amour que nous avons donné, pas l'argent, pas les titres, pas les réalisations, seulement les moments où nous avons été présents, les fois où nous avons aidé, les instants où nous avons aimé. » Elle racontait l'histoire d'un homme riche et puissant, mort dans un accident. Quand il est revenu, il a vendu toutes ses entreprises. Il a donné sa fortune. Pourquoi ? Parce que là-bas j'ai compris. Rien de ce que j'avais construit n'avait d'importance. Seul comptaient les personnes que j'avais ignorées, en poursuivant des choses qui ne comptent pas. L'espace intermédiaire est un miroir. Il nous montre qui nous sommes vraiment, pas qui nous prétendons être, qui nous sommes dans nos choix. Et si tu savais qu'un jour tu verras ta vie entière depuis cette perspective, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui ? Kubler-Ross a passé sa vie à nous préparer pour ce moment. Pas pour nous effrayer, mais pour nous libérer. Parce que si la mort n'est pas une fin, si c'est une transition, alors la vie prend un sens différent. Ce n'est plus une course désespérée pour entasser tout en 70 ans. C'est un chapitre dans un livre beaucoup plus long. Un chapitre important, oui, mais pas le seul. L'espace intermédiaire existe. Des milliers l'ont visité. Des millions le confirment. Ce n'est plus une croyance, c'est une observation. La conscience survit, pas comme un fantôme, pas comme une ombre, comme une continuité de ce que nous sommes. Alors que fais-tu de cette connaissance ? Continues-tu à vivre comme si la mort était la fin ? À accumuler comme si tu pouvais tout emporter ? Ou commences-tu à vivre comme si chaque moment comptait vraiment ? Kubler-Ross a dit « La vie est une école, et la mort est simplement rentrer à la maison. » Nous avons peur de la mort parce que nous ne comprenons pas ce qu'elle est. Nous la voyons comme une fin, comme une perte, comme un ennemi à vaincre. Mais si c'était le contraire, si la mort était une libération, un retour, un éveil, une graduation. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà vécu un moment où le temps s'est arrêté, où tu as senti quelque chose au-delà du corps ? Abonne-toi à cette chaîne, parce que certaines vérités méritent d'être explorées avec courage. Il existe un espace entre les mondes. La question n'est pas si nous le traverserons tous. La question est, qu'est-ce que nous aurons appris
avant d'y arriver. Et peut-être que le plus grand voyage n'est pas celui après la mort, mais celui que nous faisons chaque jour, vers plus d'amour, plus de présence et plus de vérité.